Chers amis du cercle Aristote, bonjour. Alors, l'été se termine. François Bayrou a ouvert une chaîne YouTube. Le temps se dégrade. La fin d'été est un peu morose. Et, et Macron est en ce moment en train de faire le deuil de l'extraordinaire salle d'attente de la Maison Blanche, où il a pu enfin s'asseoir dans un bureau présidentiel, hein, à bonne distance, mais il ira jamais plus loin de toute façon. Donc heu, donc voilà, ça a été un été, fort sympathique et donc malheureusement, bah, c'est la rentrée, hein, le nous nous sommes tant aimés et donc il va falloir reprendre le chemin du boulot. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais et oui, tout le monde n'est pas Pierre Moscovici, hein, tout le monde ne peut pas être en vacances aux frais de l'État tout le temps. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui bosse et il faut bien que Nicolas paie, hein, comme tout le monde on le croit. Et donc, bah, le cercle Aristote reprend le carnet d'été va se terminer, enfin, vous êtes au courant de tout. Et nous recommençons nos programmes réguliers et nous retrouvons les amis après l'été. Et je commence en recevant un ami, oui, on retourne au boulot, mais piano, piano, avec mon camarade Pierre-Guillaume Mercadal. Pierre-Guillaume, bonjour. Salut Pierre-Yves, merci pour cette invitation et bravo pour ton expo qui était fabuleuse. Alors, bon, je resitue très brièvement pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore et c'est un tort. Heu, voilà, moi, si tu veux, moi, j'aime les hommes sortis de terre, hein, c'est-à-dire les vrais de vrais. Voilà, c'est comme ça, hein, on refera pas les brutes de fonderie, donc c'est Dieu, toi, tu t'es fait connaître, tu es vraiment l'un des visages, disons, de ce monde agricole, et de ce jeune monde agricole qui tente de survivre et qui a aussi énormément à nous donner, à nous apprendre. Tu t'es fait connaître avec, ton élevage de cochons laineux et et disons et les mésaventures, certaines d'ailleurs particulièrement tragiques qui te sont arrivées, dans laquelle certains nationaux, ont joué un rôle, je trouve admirable, pour t'aider, ou toi-même, je trouve que tu as montré des qualités de bonhomme, parce qu'on veut vraiment, enfin quelqu'un ou quelque chose veut te nuire, ça c'est évident. On va pouvoir en parler tout de suite, donc je vais pas divulgacher mais je pense qu'il faut avoir une pensée au moins pour 2 personnes, qui sont, Greg Tabibian et surtout, notre camarade Papacito, mon ami Hugo, qui ont été vraiment, qui ont vraiment fait le job et qu'ils en soient remerciés. Donc on va commencer avant de parler vraiment de cet été agricole et de l'état dans lequel, d'esprit et pas uniquement d'esprit d'ailleurs, où se trouvent nos paysans. Où est-ce que tu en es toi, Pierre-Guillaume? Alors juste avant de te répondre, je vais revenir sur ce que tu as dit parce que on se rend pas, enfin, les gens ne peuvent pas se rendre compte. Mais déjà, en premier, notre ami à tous les deux, Hugo, alias Papacito, ben bon, il avait déjà un petit CV, mais suite à l'aide qu'il m'a apportée, ils ont quand même réussi à le faire condamner, à lui faire Je quitter la sais. France, le priver de banque, d'assurance, et cetera. C'est quelqu'un qui a pris des risques énormes, qui n'avait aucun intérêt à le faire et qui a pris des risques énormes pour me sauver la vie. Et donc ma gratitude est éternelle. Et puis Greg, dans un second temps, bah, vu la les emmerdements qui continuent de m'arriver et l'ennemi que j'ai, ça demande un sacré courage. Greg est venu, gratos, il m'a dit: «Écoute, je viens», il a pris son équipe et hop, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, qui est brillant, qui est courageux et donc effectivement, je les remercie infiniment et voilà, c'est des gens à qui je serai toujours fidèle l'un comme l'autre. Voilà. Et le, Hem si tu peux, alors je sais que tu l'as beaucoup fait, ça doit être fatigant, mais pour les gens qui ne connaîtraient absolument rien de tout ça, si tu peux revenir très brièvement sur ce qui t'est arrivé pour nous dire où est-ce que ça en est aujourd'hui? Bon, pour la faire en ultra accéléré, les gens pourront aller voir
les vidéos s'ils veulent sur nos réseaux, sur YouTube et cetera, sur Insta, peu importe. Hem, Bah, moi, je me suis installé comme paysan à partir de rien dans les bois et en gros, on m'a privé de l'accès à ma propriété, m'empêchant complètement de me développer, me faisant tous les blocages administratifs possibles. Tout ça parce qu'un maire était corrompu par un lord anglais, multimillionnaire. Sauf que, voilà, comme disait Chirac, hein: «Les emmerdes, ça vole en escadrille». Le petit village où je me suis installé, c'est le Pré-Carré de Jean-Michel Bailly, le 1er patron de presse régionale de France, un des hommes les plus puissants de France, qui a fait tous les postes possibles en politique et cetera et cetera. Et quand je dis tous, c'est tous, vraiment, Oui, tout oui, ce qui tous. existe Oui, avant oui, président bien de la sûr. République, il a fait. Voilà, 2 fois ministre, 2 fois secrétaire d'État, sénateur, député, président de Comcom, président de conseil départemental, maire, et j'en passe. Hem Et donc en fait, ce monsieur, bah, ce petit village, c'est son précaré où il s'est planqué par rapport au cumul des mandats avec des choses, voilà, qu'on a expliquées en détail. Et donc du coup, bah, le maire étant son sous-fifre, il a obtenu son appui sans que ce monsieur, Bailey, ne s'intéresse à mon cas ou ne vienne me voir, mais m'a mis énormément de bâtons dans les roues. Et voilà, et donc bon, bah, c'est quand même allé très loin, hein, puisque c'est allé, bon, j'ai eu, privation de courant pendant des mois jusqu'à ce que la préfecture ordonne de me le remettre, hein, des procès dans tous les sens, tentative d'assassinat à mon domicile avec des hommes armés, tout ça est bien sûr étayé, prouvé et cetera. Et puis après, bah, j'ai eu des cochons, assassinés à coups de fusil, j'ai eu des cochons empoisonnés, probablement à la mort au rat ou quelque chose qui s'en rapproche. Et puis après, j'ai eu tout mon cheptel abattu pour une maladie où il y avait pas un cas à 300 kilomètres, sachant que j'ai des clôtures très performantes. Heu, bon, pour expliquer aussi brièvement, les maladies en port plein air, on ne peut pas avoir d'assurance pour ça, hein, les gens peuvent vérifier. Et c'est l'État qui indemnise quand il vous fait abattre votre cheptel. Bon, moi, je me suis fait rouler dans la farine au dernier degré là-dessus l'an dernier. Et cette année, eh ben, on m'a de nouveau abattu mon cheptel pour la même maladie qui, de par les propres analyses de l'État, serait arrivée dans mon élevage 3 ou 4 jours avant, les contrôles que m'a fait l'État, contrôles qui étaient prévus, 3 semaines avant, par la préfecture. Donc bon, ben ça fait de moi le seul au monde en 40 ans de tests à avoir eu cette maladie 2 fois. Donc Asie, Afrique, Europe de l'Est, c'était arrivé nulle part. Voilà, avec toujours aucun cas autour, bien entendu, hein. C'est-à-dire qu'en 40 ans de tests, je reste le seul à l'avoir eu dans mon département. J'ai des copains éleveurs de porcs à moins de 10 kilomètres avec des clôtures, voilà, sans jugement de valeur, mais inférieures aux miennes. Ils me disent eux-mêmes: «Mais si toi tu l'as, nous on l'a», sauf qu'eux l'ont pas. Donc voilà, on sait que c'est pas venu tout seul. Bref, voilà, j'ai digressé un peu, c'était pour essayer d'expliquer dans les grandes lignes. Et donc, bah, quand j'étais ruiné au fond du gouffre, et que je pouvais même plus faire face aux procédures judiciaires que j'enclenchais, hein, parce que c'est moi au début qui poursuivais, c'est là que, pour m'éviter de faire une grosse bêtise et de finir mort ou en prison, que mon ami Hugo a décidé, de faire une vidéo, et puis après, après tout est on peut tout retrouver sur internet. Et et où en es-tu là, personnellement, enfin, ton entreprise, enfin, comment ça se passe là? Bah, écoute, bah, avec ce qui nous est arrivé, ça a été une perte énorme, mais grâce à Greg, on a appelé les gens, bon, soit à faire des dons, soit à acheter des produits. Alors les gens m'ont fait l'honneur de m'acheter les produits avant qu'ils soient réalisés, puisque quand on m'a battu tout mon cheptel, j'ai trouvé une solution grâce à des amis avec une grosse société de surgélation. En fait, on a abattu, heu, une grande partie du cheptel qui da et a été immédiatement surgelé dans une entreprise qui est spécialisée là-dedans, donc ce qui n'abîme pas la qualité de la viande. Et derrière, bah, je les récupère au fur et à mesure, et donc je passe, mes journées du matin au soir, pardon, à charcuter actuellement, à faire des saucissons, du pâté, des rillettes et cetera. Et donc en bio, sans nitrite, voilà. Donc les gens ont commandé, ce qui fait que là, aujourd'hui, bah, on passe de 60 000 € de pertes à peu près 10 000. Donc bon, c'est une grosse somme, mais c'est plus du tout la même situation. Et donc là, bah, je me bats pour honorer les commandes, et puis après, bah, j'espère qu'à partir de la fin septembre, je pourrai être, voilà, dans la création de stock, et puis pour vendre après de manière continue et servir les gens pour les fêtes et autres, et que l'entreprise tournera. Et Voilà, j'en justement, ai eh oui? justement, je le dis pour nos spectateurs, les liens nécessaires pour les produits ou pour l'aide seront dessous. Merci. Mais voilà,
voilà, après on est extrêmement content, bah, du résultat au niveau des produits. Je pense que c'est quand même vraiment très, très bon. Bon après, tout est ultra artisanal, on va jusqu'à enfin, on sertit nos boîtes, on fabrique nous-mêmes nos étiquettes, voilà, comme j'ai dit, tout est en bio, sans nitrite, c'est vraiment les charcuteries, à l'ancienne. Voilà. Bon, Non, vu que mais tu as dit si tu ça, bah, veux, pour commander là, tout est un peu en rupture de stock ou presque sur le site, mais bon, il y a deux trois trucs qu'on peut commander encore. Mais, et puis les gens peuvent faire des dons sur le site les s'ils gens veulent. peuvent t'aider de toute façon parce que sincèrement, moi, ce qui m'a touché énormément dans ton histoire dès que je l'ai su par Hugo, hein, moi, c'est par Hugo que j'entends parler de toi la première fois, heu, c'est que, voilà, moi, je viens d'un ça c'est tout ça est vérifiable. Moi, si vous voulez, moi, je suis pas un Versaillais de droite nostalgique de la campagne. Je suis un mec de la campagne qui s'est trouvé par un accident de vie à la ville et c'est pas du tout le même truc. Donc si tu veux, tous mes copains d'enfance ont repris les fermes. En tout cas, tous ceux qui sont enfin, une bonne partie de ceux qui sont encore là parce que nous, pour des raisons X ou Y, on avait beaucoup de casse et le problème, c'est que moi, j'ai vu dans ton histoire la concentration d'une large partie de ce qu'on fait aux paysans. Parce que, on est dans une optique de reféodalisation du territoire. Jean-Michel Bellay est un marquis d'Ancien Régime, hein. Ouais, si tu veux, tu sais, j'envoie aux gens, étudier la vie de ce type-là, rien que sur Wikipédia, vous comprenez tout à fait le comité de salut public, vous comprenez des tas de trucs après ça. Parce que là, vous êtes en face de exactement ce type de seigneur, de société de cour. Parce que lui, on est au cœur de la société de cour et donc pour lui, écraser le détruire la vie d'un paysan, c'est l'équivalent des hommes, des militaires japonais au procès de Tokyo qui disaient: «Vous savez, on n'a pas pris garde aux cailloux sous nos chaussures». Le terme cailloux sous les chaussures et donc C'est ça. c'est et ces gens-là sont une plaie et il est tout à fait normal que comme l'État a été désarmé, que ces mecs-là pullulent parce que la reféodalisation, c'est tout simplement la désétatisation. Avant, ces mecs-là étaient écrasés par quoi? Par le corps des préfets. Aujourd'hui, les préfets ont peur de ces gens, Ah oui, c'est plus pire que de la peur même. C'est ils rampent, je me permets bien de te sûr, raconter une bien sûr. histoire là-dessus et je salue, Sarah Gobadi qui a toute mon amitié et qui a été extraordinaire dans mon histoire. Bah, c'était une énarque sous-préfète de mon département qui est la seule en 8 ans à avoir osé tenir tête frontalement à Bailey. Bon, aujourd'hui, elle est dans le privé. Non, non, mais voilà où on en est. Mais Non, mais voilà où on en est. les préfets, si tu veux, le tout premier Mmh. qui était le préfet Besnard, m'a eu dit: «Votre problème, c'est que vous êtes dans un village de bobos, très hautement politisé». Quand le préfet te dit ça, bon, lui derrière, il s'est barré et après on a enchaîné les serpillères Bah oui, jusqu'à arriver à Roberti, là, celui qu'on a actuellement, qui a mis plus de 2 ans avant d'accepter de m'adresser la parole. Enfin, c'est quand même fabuleux, tu vois? mais Enfin, j'avais je sais aucun pas, casier, bien sûr. Bien sûr, mais je sais je pas si les gens s'en rendent compte. Tu sais quand même qu'en cas d'attaque du territoire, les préfets ont un grade militaire et ils deviennent automatiquement officiers, automatiquement. ah, on est beau avec ça, hein. Tu m'as vu C'est que des tu m'as vu ce qu'on a là? Les mecs, ils se couchent devant Jean-Michel Bellay, ça va pas enfin, je vais dire ça aurait fait quoi? tu Ça vas ça pas leur a la fait guerre avec eux, l'ICES, hein. ça. Tu vois un moment, tu te dis: «Les mecs» et vous parce que sincèrement, vous êtes face à des petits féodaux de merde. J'en j'ai les mêmes dans mon coin, mais pas aussi cruels que peut être Bellay, parce que Bellay est un vraiment un ce qu'on Mais appelle un là, c'est idéal lui le type. méchant du film, hein. C'est Voilà, il a c'est un idéal type weberien, tu vois? Si tu veux, lui pour le coup, c'est ce que ce type de monde peut faire particulièrement de pire. Nous, on a les modèles en dessous, qui sont déjà des luminaires, beaucoup quoi. clair déjà. Donc si tu veux, pour moi, c'est vraiment tout ce qui ne va pas vis-à-vis de la représentation, vis-à-vis de ce qu'on s'autorise à faire aux paysans et au monde agricole, en oubliant, si tu veux, ce que Lyoté appelait le rôle social. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que, en termes d'utilité sociale pour la population, tu es 100 fois plus utile qu'un Jean-Michel Bellay. Et pour voir l'utilité d'un homme, c'est très simple, il suffit de le retirer de l'échelle sociale. Toi, on te retire de l'échelle sociale, les gens ont plus à bouffer.
Jean-Michel Bellay disparaît, professionnellement, c'est-à-dire il arrête toute activité, il part aux Seychelles et Ça se passe cetera. bien. Tout le monde mettra des mois, voire des années à s'en rendre compte. Mmh. Tu vois? Il se passe rien. Tu vois? Tu vois, c'est le je sais pas, c'est Christophe Barbier va pas au boulot, il se passe rien. Jean-Michel Bellay va C'est pas au ça. boulot, il se passe rien. Tu vois? L'utilité d'un homme, c'est très simple. Tu retires un médecin de campagne d'un coin où il y a plus de médecins, il y a des morts. Tu retires les paysans de la campagne, il y a plus d'aménagement de territoire et il y a plus d'aménagement de territoire. Il y a un problème rapide de dévastation des sols, entre autres par le parce que le fait de laisser uniquement la nature, ça peut être appréciable sur certaines parts du territoire, mais par exemple, les paysans entretiennent une large partie des abords de forêt. Enfin, il y a des tas de choses Bien qu'on sûr. leur délègue, tu vois? On s'en rend pas compte. Le paysan, c'est l'artisan du pays. Voilà, donc si tu veux, heu, alors que certaines professions, c'est pas pour les médire, c'est comme ça, sont des professions d'agrément qui sont là parce que la société est assez riche pour se les payer. Tu vois? Un parlementaire, c'est ça, hein. C'est, arrivé à un Mmh. certain niveau de développement, tu payes des gens pour qu'ils parlent. Bon, quand tu as pas atteint ce niveau de développement, tu ne vis que sur des mecs qui font. C'est comme ça. Tu vois? Ce sont des professions d'agrément qui sont là juste que parce qu'on a encore un peu de pognon. C'est tout. Donc si tu veux, je c'est pour ça que je voulais qu'on revienne sur ton histoire parce que elle m'apparaît totalement topique de ce qu'on fait au monde agricole. En parlant de ce monde agricole, heu, il y a des tas de choses qui se sont passées comme une sorte d'ombre, pendant l'été dans le monde agricole. Il y en a eu deux points sur lesquels je voulais avoir ton avis. Déjà, le dossier Mercosur, parce que on nous avait tant promis que les paysans français sauraient pas tu parles et alors évidemment, la France devait peser. Je rappelle que le libre-échange est une compétence de l'Union et que de l'Union, que la Fran que et que l'Union, elle a un mandat qui est assez précis, qui est, d'éponger des ventes de bagnoles allemandes par du sang de paysans français. Donc, c'est dans les grandes lignes, c'est à peu près ça, que la France n'a strictement rien obtenu dans cet accord et que d'ailleurs ses intérêts ont été ce qui a été échangé contre le maintien de la circulation de bagnoles allemandes parce que les Allemands heu, en ont un besoin gigantesque. Pourquoi? Parce que tout ce que les Américains sont en train de faire est en train, de d'achever l'Allemagne qui était en train déjà de se couler toute seule par, différents points de sa politique, entre autres énergétique. Donc, où est-ce qu'on en est à la fois, du Mercosur, de ses effets prévisibles sur les paysans pour ce que tu en sais et surtout des promesses que l'État vous a fait et que certains syndicats agricoles ont Faire en relayé particulier. et amplifié. Beh, écoute, déjà pour par rapport à ce que tu viens de dire, bah, les paysans, c'est la en fait, la France, alors qu'elle a un outil agricole magnifique, qu'on est une des 3 agricultures les plus vertueuses du monde et qu'on a encore une certaine souveraineté alimentaire qu'on peut très largement sauver, si on agit maintenant. Ben en fait, les paysans français, c'est la variable d'ajustement, quoi. C'est la variable d'ajustement, pour vendre des bagnoles allemandes, c'est la variable d'ajustement, pour faire du business avec l'Ukraine. Voilà, c'est toujours la variable d'ajustement. Hem, pour te répondre, alors déjà, bon, au niveau de l'Europe, faudra qu'on nous dise quand est-ce que l'Europe a servi à quelque chose, pour pour la France, Ah hein. ça, Je cherche, parce qu'on peut bah, parler des 15 récemment que vient de nous mettre Trump. OK, les on va Britanniques s'en parler sont d'un mieux pays sortis, européen. hein. Faut être Ouais, honnête. ouais. Les Britanniques s'en sont mieux sortis Oui, oui, et oui, c'est oui. 15 points modulables, c'est-à-dire vous me donnez 100 milliards d'investissements et si vous achetez tant de GNL américains, mais avec on s'est engagé Mmh mh. à des trucs qu'on pourra pas tenir et donc dans l'accord, il est dit: «Au fait, c'est 15 si vous faites tout ça à côté». Donc c'est 15 C'est ça. modulables. Je veux dire, non, non, Trump a réussi un truc, je vais dire Non, mais il parce qu'on vendrait est des chaussons ouais, à un cul-de-jatte ce type.
Bah, de toute façon, il y a ça, mais il y a aussi le fait que bon, on va pas se mentir, sans rentrer dans aucune forme de complotisme, mais on est dirigé que par des gens qui sont, young leaders et compagnie. Donc bon, Trump quand il va voir l'Union européenne, il est à la maison, si tu veux, c'est Bah, ce qu'il si tu veux, manifestement, hein. il parle aux anciens non, non, toujours d'ailleurs. Il parle aux anciens commis, tu vois? Ouais. Aux anciens commis des gens qu'il a battus chez lui. Donc si tu veux, c'est comme si, tu vois, tu es dans une équipe de course et tu croises, l'ancien balayeur ou l'ancien, mécano changeur de roue, du mec que tu as écrasé en finale. Bon, bah, si tu veux, le respect n'est pas automatique. Tu vois? Là, c'est non, mais c'est terrible, c'est Oui, non, terrible, mais c'est mais terrible, c'est comme mais ça. on en est là avec l'Union européenne. Alors après, pour ce qui est des effets, concrets aujourd'hui, heu, je n'ai pas de chiffres précis, mais les choses sont en train de se mettre en place, si tu veux. Mais les effets, on les connaît de toute façon, puisqu'en fait, ça rentre dans une politique, globale, si tu veux, de destruction de notre agriculture. Alors, heu, vu ta maîtrise un petit peu au au niveau de tout ce qui est histoire, géopolitique, c'est pas à toi que je vais apprendre que la base de toute forme de résistance et de toute révolte dans un pays, c'est toujours, la campagne, parce que c'est là qu'il y a la possibilité de se nourrir, de prendre le maquis, de se planquer, de survivre, d'être hors système, en fait. Donc, détruire le monde agricole européen, ce serait fabuleux pour contrôler d'autant mieux, l'Europe. Voilà. Hem et au niveau du Mercosur, je ne sais pas si tu es au courant, mais on nous prépare pour la fin de l'année un nouvel accord de libre-échange et cette fois avec un pays alors déjà franchement, les productions sud-américaines, je les laisse à ceux qui en ont envie, mais là, c'est l'Inde. Bon Un voilà, accord agricole avec l'Inde? on nous Un prépare pays un un gros accord de libre-échange avec l'Inde. Je On nous a parlé qu'il y aurait peut-être des choses en lien avec l'agricole. On est, c'est des choses qui sont on censées se rend arriver en fin compte d'année. que l'Inde est le pays qui a, dans sa révolution verte, le plus échoué, qui s'est flingué, hein. Tu as tout le centre de l'Inde est en train de devenir un désert au sens géologique du terme, parce que le parti du Congrès, donc le parti de Gandhi, donc le parti qui a été vaincu par les hommes de Modi, heu, a, a surexploité la terre, l'a flinguée. C'est l'échec de la révolution verte indienne et aujourd'hui les paysans du centre de l'Inde ont pris les armes, ce qu'on appelle les naxalistes, pour, qu'on appelle des maoïstes, donc ils sont pas plus maoïstes que ma sœur. On a bousillé leurs terres et donc ils te le font payer et ils prennent ça dans comme une espèce de nationalisme agricole et donc quand tu es en Asie, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le maoïsme. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte, enfin, tu vois, faire un accord avec l'Inde pour savoir comment les hindous négocient, je vous souhaite bien du plaisir parce que, quand ils se parce que tu vois, les Chinois, ils négocient très lourdement, mais ils respectent les accords conclus. Les hindous, ils négocient sur chaque virgule, mais de toute façon, il est déjà acté dès le début qu'ils ne respecteront pas. Donc de toute façon, comment dire? Comme dirait l'autre, pisse dans un violon. Mais tu vois? Donc tu vois? Bruxelles est dopée au libre-échange. C'est-à-dire que dès qu'ils en ont terminé un, ils en commencent un autre et à aucun moment tu as une politique d'évaluation. Non, puis en plus, les pays comme l'Inde ou la Chine, et ils ont bien raison d'ailleurs, mais ont des politiques, nationalistes, dirons-nous, Oui, bien sûr. de récupération. En fait, ce qu'ils vont acheter, ils vont surtout acheter très vite ou copier les techniques de production et ensuite produire indien ou Bien produire sûr, chinois. bien sûr Et là, et on est ça en je train de ne faire leur, le je ne Ah les non, mais moi ça, je valide totalement, si seulement notre pays faisait ça. Mais bon, bref, au contraire, on vend nos savoirs, on perd, tout ce qu'on savait faire, on fait tout faire à l'étranger. Mais c'est super parce que quand on aura vraiment tout liquidé, et la paysannerie avec, ben, on sera vraiment juste des marionnettes. En fait, on fera vraiment absolument ce qu'on voudra de nous, plus personne n'aura voix au chapitre, en fait, tout simplement. bien sûr, bien Ça, sûr. les gens le comprennent pas et c'est assez, inquiétant et assez triste. Mais par rapport à ce qui s'est passé cet été de particulièrement marquant, bah, cet été, c'est un peu la même chose que ce qui m'est arrivé avec mes cochons.
Cet été, on a eu, je crois qu'à l'heure actuelle, on est à peu près à déjà 2 000 bêtes abattues. On a eu une épidémie de dermatose nodulaire. Alors c'est une maladie qui touche les bovins. Mmh. C'est une maladie qui arrive, par le moustique ou le temps, tu vois, par les insectes, hématos, Mmh je sais plus mh. quoi, alors les insectes qui pompent du sang, quoi. Ah ouais, bien sûr, Hem hein. et en fait, cette maladie, ça fait faire une forte poussée de fièvre à la vache, ça peut la faire maigrir, elle peut avoir des nodules, mais si la vache survit, après, elle est immunisée. Et comme pour Rogeski pour les cochons ou comme pour la grippe aviaire pour les volailles, c'est des maladies qui sont absolument pas transmissibles à l'homme. C'est-à-dire que tu Bien sûr. peux, câliner ta vache, tu peux la manger, tu peux faire ce que tu veux, tu risques rien. Et en fait, comme la maladie d'Ogeski qui m'a touché en cochon, on est sur des maladies dites classées par l'Union européenne et dont nos pays sont censés être indemnes. Du coup, dès qu'il y a un cas, on extermine les cheptels. Mmh. Pourquoi Hem, faire? il faut savoir oui, dis-moi? Si Dieu le on est d'accord que je parle sous ton contrôle. Une vache là, par un moustique qui a infecté son sang. Très bien, bon, tu as des tas de maladies que les moustiques peuvent refiler. Faut savoir que c'est l'espèce animale qui a tué le plus d'humains de toute l'histoire de l'humanité, le moustique. Tu vois? Tu vois, c'est pas le requin, c'est pas le machin et cetera, c'est le moustique. Tout à Bon. fait d'accord. Or, imaginons tout le cheptel. Alors déjà, est-ce que la vache elle-même peut le refiler à une autre vache? Alors non, normalement, enfin, je suis pas non plus éleveur bovin, mais de ce que j'en sais, de toutes les heures de discussion que j'ai pu avoir avec des potes éleveurs et toute la documentation que j'ai pu lire sur ça, non. C'est pour ça d'ailleurs que dans les élevages abattus, il y avait très peu de cas. C'est vraiment une maladie qui se diffuse par les insectes. Alors ça sert à quoi d'abattre, ça sert à quoi d'abattre le Eh cheptel? ben, justement, tu vois, en Italie, en Allemagne ou en Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne du coup, quand ils ont des cas, au pire, ils vont euthanasier l'animal infecté, mais ils vont pas abattre les cheptels en entier. Tu as un pays comme le Maroc qui a énormément de problèmes de dermatose nodulaire. Bien sûr. Bah, au Maroc, si ta vache a survie, après elle est immunisée et basta, en fait, tu vois? De toute façon, on s'en fout, ça ne va pas à l'homme. Mmh. Mais toutes ces règles, elles sont là pourquoi? Pourquoi on te parle de maladies classées? Parce que tu abats comme un bon soldat tous les cheptels, parce que si la France, heu, n'est plus considérée comme safe, si tu veux, sur telle ou telle maladie, après on ne va plus avoir le droit d'exporter. Et donc, par exemple, le jet ski ou la grippe aviaire en volaille, c'est des trucs qui touchent quand ça touche des fermes, hein, ce qui est rare pour le jet ski, mais ça arrive, voilà. Ou pour la grippe aviaire, c'est des choses qui touchent des petits élevages qu'on va crever et donc après tu vas perdre, les petits producteurs qui font des super produits et à l'inverse, sont protégés justement, les gros élevages porcins, les gros élevages de volailles où tout est en bâtiment, si tu veux, où donc, il y a moins de contact avec l'extérieur, donc moins de maladies. On produit de la merde, mais c'est pas grave et ça, en plus, on l'exporte. Donc si tu veux, quand on extermine, par exemple, en porc des petits élevages, on favorise, l'exportation de milliards d'euros de porcs bretons, tu vois? Voilà la logique et on est arrivé à des trucs assez fabuleux, sur cette dermatose. C'est que donc les cas étaient en Savoie et en Haute-Savoie Mmh. et tu as eu des camions d'équarrissage, donc avec des cadavres d'animaux. Donc on rappelle, la maladie se diffuse par les insectes. Bon, si tu as des cadavres d'animaux, les insectes, heu ils les ont amenés dans le Cantal pour les détruire. Voilà, donc complètement hallucinant. La FNSEA a immédiatement, démenti la méchante info des fascistes de la coordination rurale, disant que c'était pas vrai et puis, ça a été reconnu par un document officiel par les par les services d'équarrissage, dans le Cantal. Donc voilà, la FNSEA est mal et il faut savoir que si tu veux, aussi bien la coordination rurale que la confédération paysanne sont radicalement opposés à l'abattage des cheptels. Les pays autour le font pas, mais en France, la FNSEA dit que c'est super et qu'il faut continuer et que, voilà, pas de risque, hein, le Alors, sanitaire avant tout. Mais quel sanitaire, en fait? Quel sanitaire? Puisque tu ne peux pas contaminer les hommes, donc c'est complètement débile. je Enfin, rappelle voilà où pour, on en est, bien sûr. et au passage, la CR, c'est pas pour faire de la pub, à la coordination rurale, mais a résisté sur certaines fermes. Alors déjà, il faut expliquer aux gens ce que c'est de perdre un cheptel, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est pas juste perdre tes animaux quand tu as les reproducteurs. C'est des années et des années et des années pour arriver à sélectionner des animaux,
plus beaux, qui ont tel caractère, qui deviennent plus gros, qui ont telle couleur, qui tu vois? Que tu sélectionnes pour avoir une belle reproduction et faire des jolis animaux et des animaux performants. Bon, en porc, c'est quelques années de travail. En bovin, il faut t'imaginer qu'en plus, bien souvent, c'est des cheptels qui sont transmis de génération en génération. Donc parfois, ta génétique, ça fait 4 générations que ta famille travaille dessus et refaire une génétique dans un élevage bovin, c'est au minimum 15 ans de travail. C'est moins, c'est pas possible. Donc la perte des gens est colossale pour te relever de ça. Est-ce que tu imagines l'attachement que tu peux avoir à des bêtes dont, Moi, je le veux dire, j'ai départ de l'élevage, c'est ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui n'est plus de ce monde, qui avait démarré ça. Est-ce que tu non, imagines non, le mais coût? je veux dire, Et on te les moi, j'ai tue aucun parce qu'il y en mal a à un qui a été piqué l'imaginer, par un moi, je l'ai moustique. vu. Oui, non, mais je veux dire, il y en a un qui a été piqué par un moustique, du coup, on te les tue tous et tu résistes et là, l'État arrive et dit: 5 000 € d'amende par jour de résistance. Cinq Est-ce que tu mille, imagines l'horreur qu'on fait vivre à ces gens? 5 000. Oui, 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 tout ce que je te dis est sourcé, vérifiable et il y a pas de problème, voilà. Ma et tu Voilà. vois, maintenant, je comprends pourquoi les inspecteurs, tu sais, c'est un nom de Mmh. corps que l'État envoie, comment c'est quel type de fonctionnaire? Alors tu as la DDT et tu as la DRAF. Ouais. Je sais que tu as énormément de gens qui démissionnent de ces trucs-là. Premièrement, parce qu'ils ont de plus en plus peur, Oui. tu vois? Parce qu'ils ont peur qu'un paysan embardé, les accueille à coups de 12. Mmh. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est possible. Parce que des paysans malheureux, il y en a, des 12 chez les paysans malheureux, il y en a, donc translation. Voilà. Donc ça relève du possible. Bon, un paysan énervé qui sort son arme, j'en ai déjà vu chez moi, donc ça, c'est tout à fait possible. Et aussi parce qu'il y en a tout simplement qui craquent. Qui craquent parce qu'ils estiment que, voilà, faut quand même aussi voir que ces petits fonctionnaires, généralement, sont des braves gens. Ils ont pas fait ça pour ça. Ils sont pas là pour torturer des paysans. Voilà, tu vois? C'est le même type psychique que les flics qui mangent leurs flingues, Alors, heu, je te rejoins pas tout à fait, si je peux me permettre, parce non, qu'autant alors les flics, je les défends en permanence, parce que le flic, il est là pour le maintien de l'ordre mmh, et même si, mais enfin, l'anarchie serait une belle utopie si on était 20 personnes éclairées et encore, est-ce qu'on tiendrait longtemps? Mais une société où il y a pas de force de l'ordre et où on se règle pas à oui, coups de hache je suis et qu'on a d'accord un avec toi, désaccord, tiens. voilà. Donc je respecte les forces de l'ordre. Par contre, si tu veux, sur les gens, notamment de la DRAF qui font des contrôles, enfin, à un moment donné, il faut te demander, à quoi qu'est-ce que tu sers et qu'est-ce que tu fais? Si tu veux, aujourd'hui, nous, on ne laissera plus faire, si les paysans, bien sûr, font appel à nous parce qu'ils en veulent pas, de contrôle, ce qu'on appelle les contrôles phyto. Parce qu'en fait, notamment la loi du plomb, tout ça là, tu vois? On va y venir. Parce qu'en fait, c'est quand même complètement dingue d'aller emmerder des gens quand tu connais le contexte agricole français, dans quel état sont les fermes et en plus, et les sécheresses et les machins, au niveau climatique, c'est l'enfer. Au niveau, européen et social, c'est l'enfer et tu as des mecs qui viennent te contrôler dans ta ferme pour voir si tout est parfaitement aux normes avec des trucs particulièrement tatillons. Et je défends pas, les lobbies et l'engrais ou les pesticides à tout va, c'est pas ça du tout. Moi, tu vois, je suis en bio, en extensif, je suis pas là-dedans. Mais tu peux pas aller contrôler des mecs et les emmerder, alors qu'ils passent des centaines de milliers de camions tous les jours à nos frontières, remplis de cames qui utilisent des produits parfois interdits chez nous depuis 50 ans. Mais si c'est produit à l'étranger, c'est tout à fait légal de le vendre chez nous. Par contre, si toi tu produis, comme ça, pas dans les clous ou avec des produits interdits chez nous, tu vas te retrouver dans une sauce pas possible. Mais c'est impensable, en fait. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter la concurrence déloyale. On peut avoir une agriculture même entièrement en bio, si on veut, on peut rêver de tout. On peut avoir une agriculture encore plus vertueuse. Mais pour ça, il faut faire un truc, ça s'appelle contrôler les frontières et arrêter cette concurrence déloyale qui tue le monde agricole. Mais c'est pareil, cette Entièrement concurrence d'accord. déloyale, ça fait le jeu du grand capital, ça permet de sabrer les paysans et puis voilà, là, si tu veux, je t'ai parlé de 2 000 vaches, ça représente, plusieurs dizaines d'exploitations. Ces exploitations-là, franchement, je prie pour eux et j'espère qu'ils vont s'accrocher à arriver à repartir. Mais je pense qu'il y en a énormément par rapport à ce que je t'ai expliqué sur ce qu'est l'élevage bovin, qui vont pas repartir, en fait. Mmh. Et et si tu veux, là, on est en train de faire ça. Enfin, nous, on a décidé chez nous, dans le sud-ouest, que si la dermatose arrive chez nous, ça va très mal finir.
mais ils toucheront pas aux vaches et on est beaucoup à être prêts à mal finir, mais tant pis, Non, mais de toute façon, je veux on dire, n'acceptera à pas. un moment, si tu veux, une partie de la classe dirigeante française et particulièrement Xavier Monde Agricole a un rapport colonial à la population, ils vont finir Mmh. par prendre les deniers du rapport colonial et ils se font les soldats Bien de sûr. la xénocratie européenne, il y a pas de problème. Ils vont être vus comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire les garants d'un ordre, xénocratique et colonial. Ils vont tout gagner, hein, ils vont tout gagner. Moi, d'ailleurs, je n'appelle à rien, je dis juste, vous pourrez faire les fâchés, mais faites pas les surpris quand même. Or Non, c'est ça et puis on est dans un pays où il y a tous les jours ils sont toujours à vouloir légiférer, ce qui n'a pas le moindre sens. On a des milliers de pages de règlements, de lois, mais il y a ni les moyens, financiers, ni les moyens physiques de les faire appliquer, en fait. bien sûr, bien sûr. Et moi, je vais te dire, sur des gros points chauds agricoles, moi, j'ai vu des CRS qui nous faisaient face pleurer. Pleurer de ce qu'ils entendaient qu'on leur disait et des ordres qu'ils avaient contre nous, alors qu'ils étaient tous fils ou petits-fils de paysans, tu vois? Bien sûr. Et ça, de voir ça, moi, quelque part, ça m'a rassuré. Bon, je pense que la solution viendra que par des temps très troubles, mais ça m'a rassuré parce que je me suis dit, enfin, de Ah bah, voir ces là-dessus, gens-là à bout comme si ça ah bah, oui, mais la plupart, ils ont et te pas, dire et même des ils ont pas gradés de de chez eux, background. te dire Bien sûr. que s'il y a un mort chez eux ou chez nous, dans des affrontements entre nous, qui sont tous en maladie dans les 24 heures, tu comprends, en fait, pourquoi en haut lieu, ils ont qu'une peur, c'est qu'il y ait des morts. Ah mais bien sûr et puis surtout, ils savent une chose, c'est que on peut parier sur le pourrissement d'un ordre. Alors il y a des ordres dans l'histoire de France qui sont particulièrement aptes à ça. Je pense à la magistrature française parce qu'elle a elle pourrit par époque relativement vite. C'est pas ma faute, hein, c'est un fait d'histoire du droit, c'est comme ça. La fin de l'Ancien Régime tombe comme ça, la magistrature depuis les années 70, c'est comme ça, c'est pas ma faute. Mais par exemple, la police, il y a malheureusement toujours eu une part de malsaine de police politique en France, Bien mais sûr. heu, elle est relativement légère sur la masse de l'appareil policier. Tu vois? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé des unités ad hoc anti-gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a mis les brutes de plusieurs unités de BAC qui ne se connaissaient pas nécessairement pour créer de nouvelles unités et c'est pour ça qu'on est allé chercher, tu te rappelles de ce mec qui vivait dans sa casquette, comment il s'appelait? Tu sais, c'est l'ancien préfet de police de Bordeaux, celui qui a matraqué les gilets jaunes. Il avait un L'allemand? nom prédestiné, le préfet allemand et donc, tu sais, cette espèce de gigantesque casquette et puis il devait avoir un mec dedans, mais on l'a rarement vu et si tu veux, c'était une casquette mouvante. On en revient à ce que tu disais, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la base, les mecs qui rentrent, alors pas c'est pas tous, les messies, hein, mais les mecs qui rentrent prêts à prendre des coups, mais pour protéger la population et à côté, les mecs qui ont fait des études qui visent le fait d'être, des hauts fonctionnaires carriéristes Ah bah, et qui, lui, il est allé comment dire? loin, hein. Oui, oui, ah mais Lui, il était allé ce genre de allé mec est loin, hein. prêt à tout. Tu sais, il Ce avait genre fait de un mec est prêt stage à tout pour avoir sa véridique. médaille, hein. Il avait fait un stage en Corée du Nord. Il avait fait un stage par rapport à la Corée du Nord, tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était Chevènement, ministre de l'intérieur et comment, Chevènement était le mec le plus à gauche de tout le gouvernement Jospin, il voulait impressionner Chevènement. Donc si tu veux, alors que Chevènement, pour un peu connaître le personnage, a dû se dire: «C'est qui ce fondu? C'est qui ce taré?» Or le problème, tu vois, c'est qu'on est allé chercher dans tout le territoire des hommes violents pour les opposer à la population. Pourquoi? Parce qu'une partie des flics habituels ont dit: «Non». À un moment, tu vois? Et c'est ce que tu as vécu avec les CRS. Pour rebondir C'est sur plus un de la autre perversion même que de la violence, parce que le préfet, l'allemand, il avait la possibilité physique d'être violent avec ses enfants, jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près. Mais, c'est ouais, quelqu'un ça qui est c'est physiquement incapable d'être violent en fait, si tu veux. oui, S'il non, est non, non, violent c'est vrai. physiquement, Non, 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 il décède en si fait. tu veux, c'est des sadiques. Oui, 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 si tu C'est veux, des c'est sadiques, c'est des profondément des pervers. sadiques. C'est des mecs Oui, en oui, fait, c'est des mecs qui tu vois, ils font vont faire une gérer, ils violence veulent dont du ils sont pouvoir, des incapables. médailles, des ouais, mais mais ils sont fondamentalement, voilà, c'est pas des héros quoi, hein, non, non, Et c'est
Mais tu vois, on va rebondir sur un autre point, tu vois? Parce qu'on a beaucoup parlé de la loi du plomb. Et la loi du plomb, vue du côté agricole, c'est quoi? Parce que ça, Alors, on a entendu les moi syndicats, on n'a j'étais pas entendu les paysans. moi j'étais pas pour la loi du plomb. Alors je m'entends. J'étais ni pour ni contre dans le sens que pour moi elle servait à rien. Parce qu'elle a été vidée de beaucoup de choses. Toutes les projets de loi agricoles de toute façon sont toujours vidés de tout et que cette loi avait aussi principalement pour but, ça la FNSEA a que ça comme obsession, de faciliter l'achat de terres agricoles pour les consortiums, de voilà, ça avait une partie de ces choses-là avaient été retirées des textes, mais sur la première mouture, c'est ça, si tu veux. C'est, faciliter, les fermes-usines, les consortiums et cetera et d'ailleurs, au moment de voter la loi du plomb, tu noteras qu'il y avait les tracteurs à l'Assemblée nationale. Ça, c'est fabuleux, avec quelques dizaines de mecs de la FNSEA, mais eux, ils arrivent avec les tracteurs à l'Assemblée nationale, escortés par les gendarmes, tu vois? La coordination rurale, si on veut ramener un tracteur dans Paris, en fait, il y a Vigipirate, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. nous, pour rentrer un tracteur dans Paris, on en a mis 2 fois en 2 ans, sous la tour Eiffel, mais c'est parce qu'on a des mecs suffisamment courageux pour faire des singeries absolues avec des tracteurs et feinter les flics et enfin, faire des trucs de fou. Voilà, c'est pas voilà, il y a un syndicat et puis après il y a le bon syndicat, tu vois? Il y a le syndicat du pouvoir qui appelle à voter Macron, qui voilà. Bon, je n'ai que du mépris pour la FNSEA, pas pour la base, qui des fois, c'est même pas pourquoi ils votent FNSEA, Ah non, mais mais c'est pour les gens au niveau national, j'ai ah vraiment non, du mépris. non, mais moi, si tu veux, j'ai l'habitude de dire que c'est votre CFD, c'est votre CFDT à vous. Si vous voulez, le jour vous savez, le jour où le patronat remettra l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes. Le jour où, BlackRock aura vidé les campagnes des paysans, la FNSEA donnera les guides touristiques, pour que les mecs de C'est ça. BlackRock se perdent pas en GPS. C'est Mmh. aussi simple que ça. Tu vois, c'est atroce d'être trahi institutionnellement à ce point. Enfin, je vais Et dire, tu vois? les porte-parole FNSEA, enfin, c'est des mecs, ils ont un souffle hors norme. Enfin, si ils doivent avoir ils ont pas de problème de poumon, tu vois? J'ai jamais vu des mecs comme ça, si tu veux, ils me font réellement penser à certains hiérarques CFDT, qui ont contribué ou même d'une partie européiste de la CGT, qui ont fermé les usines dont ils avaient la garde, devant les ouvriers qu'ils avaient juré de protéger. Et le pire, c'est que tout ce joli monde va à la Confédération européenne des syndicats avec de l'argent pris par la Commission européenne, aux États membres, et tout le monde est arrosé là-dedans. Il faut voir, ce que c'est, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bah, moi, c'est pour ça que je milite avec un syndicat en particulier, parce que je sais que chez nous, si tu veux, en fait, des subventions, il y en a pas. Et voilà, tu Donc, en fait, les collègues que j'ai chez moi, malgré, mon adversaire Bailey et tout ça, m'ont dit: «Mais nous, on te soutiendra, on s'en fout, il peut pas nous faire sauter de subventions, on n'en a pas». Donc, et là, là, ça tout de m'a suite, c'est beaucoup plus plu. Tant particulier. que je suis avec des gens qui ont ce genre de probité, je resterai avec grand plaisir, voilà et pour avoir rencontré maintes fois les élus nationaux, voilà, c'est pas des gens vendus, c'est des gens cohérents, donc c'est déjà beaucoup. Mmh. Bref, mais pour en revenir sur la loi du plomb, il y a par contre en fait, si tu veux, pour moi, les gens avec la pétition ont été manipulés par les bons sentiments. Mmh. Une fois de plus, un bon gros battage médiatique et un peu de sentimentalisme et en fait, on pigeonne les gens. Les gens se sont fait pigeonner. Mais c'est normal aussi quand tu es pas dans un milieu, quand tu le vois pas, quand tu es en ville et qu'on t'explique que, voilà, que la loi est très méchante, tu peux tomber. Mais moi, justement, dans la loi du plan, la seule chose que je trouvais valable, c'était justement, cet acétamipride ou un truc comme ça, le fameux néonicotinoïde, tueur d'abeilles et pourtant j'ai des abeilles. En fait, ce néonicotinoïde, on n'a pas vu les syndicats d'apiculteurs vent debout pour le faire interdire, en fait, parce qu'ils s'en foutent. Parce que ça déjà, au niveau des producteurs de betteraves, là où c'est le plus important, c'est utilisé, pas du tout dans des périodes, ou sur des cultures où il va y avoir des fleurs. Donc, les abeilles sont Fleurs. pas ou micro impactées
Les apiculteurs, leur problème, c'est le varroa, c'est-à-dire un parasite qui va dans les ruches et le frelon asiatique. Voilà, sur ça, il y a zéro programme de l'État, il y a zéro plan. Les écolos arrivent même à nous dire qu'il faudrait plus tuer les frelons asiatiques, ce qui est complètement taré. Mais bon, bref, voilà, le vrai problème des apiculteurs est là et cette loi, ben, en fait, elle permettait de sauver 2 à 3 des agriculteurs. C'est la seule chose que je trouvais utile dans cette loi, ou presque. Ah, il y a aussi sur l'eau qui est censée permettre des choses intéressantes. C'était quand même une loi, même si elle était vidée de beaucoup de choses, qui allait en soutien aux agriculteurs. Donc voilà les 3 points qui font que j'étais pas radicalement opposé à la loi. Pour moi, elle était insuffisante et quasiment inutile, mais ces 3 points-là valaient la peine d'être défendus Mmh. et si tu veux, en fait, les noisettes, si on les parce que ça, c'est utilisé donc pour les noisettes, un peu pour la cerise, un peu pour la poire aussi. Bon, les cerises, les poires et les noisettes, si on perd 40 de production, il va falloir les payer 2 fois plus cher. Mmh. Sauf que vu qu'on importe massivement, en fait, on mangera plus, français sur ces produits-là. Le sucre. Alors le sucre de betterave, on est d'accord, c'est pas le meilleur sucre pour la santé, le l'industrie l'adore et cetera. Mais on en consomme, on continuera à en consommer demain, quel que soit le débat. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde des paysans français qui produisent du sucre avec derrière une industrie sucrière où il y a des ouvriers qui travaillent et qui permet de consommer français et d'avoir quand même une certaine qualité puisqu'on est une des 3 agricultures les plus vertes du monde? Est-ce qu'on reste là-dessus? Ou, est-ce qu'on tue ces paysans et ces ouvriers? D'ailleurs, qui c'est qui essaye de les tuer et qui c'est qui a soutenu à fond ça? La gauche. Vraiment la gauche, je te l'apprends pas à toi, mais qui trahit à chaque fois qu'elle peut les luttes sociales au profit des luttes sociétales. C'est délirant tellement c'est con, hein. Ça leur appartient. Donc, tuons ces gens et après qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on importe. Donc les Allemands se frottent les mains parce que eux, ils produisent à fond, justement et ils ont tout à fait le droit à ces produits, comme tous les pays du monde ont droit à ces produits. Et en fait, c'est si à terme notre industrie sucrière doit tout importer, en fait, on vendra nos usines, de sucre, pour 10 du prix, aux Allemands ou aux Espagnols, aux Polonais, Dieu sait qui. Et puis, voilà, la France aura encore perdu des savoir-faire et des productions, mais on continuera à consommer ce qu'ils feront eux à côté dans des conditions beaucoup plus dégueulasses que ce qu'on faisait chez nous. C'est stupide, voilà. Donc, tu vois, là encore, si tu veux, parce qu'on a entendu les syndicats, on n'a pas entendu les paysans eux-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de représentativité du monde agricole, hein, quoi qu'on en pense et mais ça nous amène parce que si tu veux, là on tu vois, tout le monde se fait un cheval de bataille sur le dos des paysans, personne ne leur demande jamais rien, en fait. Personne ne leur demande jamais leur avis sur sur ce qui les concerne, parce qu'on pense que, tu vois, c'est fondamentalement, c'est des bêtes de somme, ils ont pas d'avis et d'ailleurs, c'est dans la tête de très brillants esprits. Je vais citer une grande métaphysicienne, française, unanimement respectée, unanimement enviée, mondialement demandée, mais malheureusement, ils sont pas venus la chercher, Sandrine Rousseau. Donc Sandrine Rousseau, comme vous le savez, nous allons terminer par elle parce que c'est vraiment la quintessence du mépris paysan que nous avons vu lors de la loi du plomb, du mépris anti-paysan. Donc Sandrine Rousseau, pour ceux qui n'ont pas l'honneur de se rappeler d'elle, ou ceux qui se laissent abuser par son homonyme, Sandrine Ruisseau, qui est sur les réseaux sociaux. Sandrine Rousseau, c'est donc cette économiste de Lille qui a illustré l'étude de l'économie universitaire par cette phrase immortelle, grosso modo qu'elle s'en tapait le coquillard de la rentabilité des entreprises agricoles. Ce qui veut dire au passage que la fin de vie d'un paysan se passe dans une scénette en 3 actes, hein, c'est-à-dire que euh, il perd sa rentabilité et Madame Rousseau se marre. L'Union européenne, heu, lui tend la corde et la FNSEA pleure à ses funérailles. Donc voilà grosso modo comment Molière aurait fait un enterrement de paysan dans la France de 2025. Donc et Madame Rousseau, nous l'apprenons en plein été d'ailleurs pour qu'elle évite le ridicule, ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est certainement le compagnon le plus fidèle qu'elle aura jamais et
qu'elle va s'installer pour sa troisième maison, s'il vous plaît, parce qu'elle en a pas 1, elle en a pas 2, elle en a 3. Je rappelle qu'il y a une part non négligeable des Français qui ne peut plus devenir propriétaire pour des lois, entre autres, qu'elle et ses amis ont fait voter. Je et je rappelle aussi, comme le dirait monsieur, comment s'appelle-t-il là? L'ayatollah de l'apocalypse là, Jean Covici, hem, qu'avoir plusieurs maisons, c'est pas bien. Déjà en avoir une, c'est pas bien, faire des enfants, c'est pas bien, respirer, c'est pas bien. Pour sauver la planète, que faire? Et comme dirait Pierre Desproges: «Sinon le suicide, poil aux rides». Donc madame Rousseau va dans le Finistère, ce qui de Lille en passant par Paris fait quand même beaucoup de CO2, je tiens à le dire. Donc on n'est pas loin du crime écologique et le pire, c'est qu'elle va s'installer auprès de qui? Eh ben, auprès de ceux dont elle se tape le coquillard de la rentabilité financière. Donc si tu veux, dis-moi, je ne sais pas parce que vous devez quand même rire sous béret là dans le monde agricole là de ce truc-là. Là, qu'est-ce que vous en pensez là de cet énième, réfugié de la ville qui arrive, heu, ça me ferait marrer qu'elle colle un procès à un paysan pour un coq qui chante trop fort. Moi, je la trouve fabuleuse parce qu'elle a quand même une capacité à nous surprendre qui est hors norme. Parce que déjà, une prof d'éco qui dit de gens, heu, entrepreneurs, qu'elle en a rien à foutre, pour reprendre ses mots, de leur rentabilité. Bon, déjà, enfin, venant d'une prof d'éco, c'est quand même spécial, parce qu'elle est censée comprendre tout ce qu'il y a derrière. Bon, bref. Après, bah, il y a, comme tu l'as dit, le manque de respect, ça par contre, ça a fait rire personne, le manque de respect total envers tous les collègues qui se sont suicidés, en fait. Parce que, bah, voilà, comme tu l'as dit, hein, s'ils se suicident, c'est bien souvent parce que financièrement, ils sont foutus, parce qu'ils ont justement plus de rentabilité. Hem, Nous, du coup, d'ailleurs, on a fait une grosse action à Toulouse qui a bien défrayé la chronique, où on a repeint copieusement, le siège de son parti à Toulouse, en remerciement à ses propos. Mais bref, Un prêté pour un que rompu. dire? Bah, déjà, il y a des collègues qui ont organisé un gigantesque barbecue à côté de la maison où elle devait s'installer. Elle a de mémoire, elle s'en est offusquée en parlant d'une attaque masculiniste. Pourquoi pas? Bon, c'est qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je sais pas. Moi, quand j'entends ces gens expliquer que si tu as une On maison, a les en gros, nazismes qu'on peut. ah oui, oui, non, mais quand tu entends ces gens dire que si tu as une maison, si tu veux, c'est si tu as un pavillon, au lieu de vivre en HLM, bah, limite, tu es un facho, un pollueur, un ce que tu veux, et qu'elle, elle a 3 baraques, piscine, tout ce que tu veux. Je m'en fous, hein, moi, je souhaite aux gens de réussir, j'ai rien contre le fait qu'elles réussissent économiquement, même si c'est qu'avec nos impôts, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, en avoir rien à péter de la rentabilité de paysans qui bossent 80 heures par semaine pour, que dalle. Quand tu as 3 baraques, la piscine, le non mais enfin, est-ce qu'on doit même lui parler? Enfin, comment les gens font pour voter pour elle? Je j'ai pas les mots. Non Il mais y a un collègue qui avait eu des mots, très fuités à son endroit qui lui a valu une condamnation, et nous depuis on reprend ça en lui disant: «Sandrine, moins d'insultes et plus de soupe». Parce qu'il l'avait invitée à aller faire la soupe avec quelques noms d'oiseaux derrière. Voilà, donc nous on lui demande de la soupe. non mais si tu veux, elle est parfaitement ça parce qu'en plus, elle a fanatisé je rappelle que les partis écologiques, les partis écologistes ils naissent d'une démarche scientifique de base. Il faut différencier l'écologie et la défense de l'environnement. La défense de l'environnement, elle débute à droite au 19e siècle et elle débute sur quoi? Contre la gauche industrialiste, par la défense des paysages, en France. Donc en France, l'écologie naît très nettement la défense de l'environnement, pardonne-moi, naît très nettement à droite, tu vois? L'écologie, C'est elle un va naître conservatisme. bien sûr, l'écologie va naître près à peu près un siècle plus tard. Alors elle a des balbutiements dans les années 30, 40, 50, mais elle se structure à la fin des années 60, dans les années 70, avec des gens comme René Dumont et cetera. Donc on est très, très loin de Sandrine Rousseau. On est face à des hommes de science qui ont qui voient le malheur du tiers-monde et qui se dit, «Si on va avec des ressources qui vont faire comme ça et une population qui va faire comme ça,
À un moment, le gap va devenir mortel et donc alors, ils ont des tas de défauts, ils mésestiment la productivité, ils mésestiment, le changement technologique, ils sont peut-être pas assez schumpeteriens, mais ils ont des raisons objectives de s'angoisser. En plus, une partie d'entre eux veulent, à travers l'environnement, sauver des civilités et des faits de civilisation qui sont en train d'être bouffés par l'urbanisation, par, par la fin de l'industrie et le début du service, donc c'est-à-dire d'un type d'entreprise où fondamentalement il y a plus d'esprit de corps et où, qui va aller vers ce qu'aujourd'hui on a le culte de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire d'un mec, qui n'est rien de plus qu'un micro-rouage, qui s'efface tout seul et qui est biodégradable et à travers l'écologie, ça va se retrouver d'ailleurs dans le tu sais, dans la deep écologie et tout ce qui est décroissance, eux, ils veulent arrêter l'économisme pour sauver la sociabilité. Ça va te donner des Ivan Illich, ça va te donner, aujourd'hui des Paul Ariès, des gens comme ça. Bon, très bien. Elle, elle appartient à la dégénérescence de ce monde-là. Elle appartient justement à la classe des bobos, c'est-à-dire La gauche caviar. elle appartient au type de gens que les premiers écologistes voulaient ne pas voir naître, tu vois? Donc si tu veux, elle appartient à la dégénérescence social-démocrate, de l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie est un supplément d'âme, des riches peints en vert, sur le dos des artisans de la nature que sont entre autres les paysans, tu vois? Qui deviennent des galeux ou sur le dos des spécialistes en énergétique, tu vois? «J'aime pas le nucléaire, je veux des énergies renouvelables, je me bats contre le carbone. La science dit: la moins carbonée, c'est le nucléaire, mais comme j'aime pas le nucléaire, je vais dire que c'est mieux d'avoir des terres rares, volées au sol chinois et amenées jusqu'ici pour faire des moulins à vent et des miroirs magiques». Bon, résultat, tu vois, tu as une espèce de retour à la pensée magique et elle est le fruit de tout ça et elle va se retrouver parce que là, elle est plus, chez elle, place d'Italie, hein. Elle va se régler, elle va arriver, heu au milieu des paysans, donc résultat, le premier truc qu'elle va faire, c'est certainement de les faire chier et après qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va Une demander bonne au cassage, quoi. non mais voilà, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander, ça me ferait pas marrer parce que dans la plupart de ces affaires-là, on se rend pas compte, c'est que c'est les paysans qui perdent. Elle va demander Ouais. quoi? Qu'on égorge le coq? Parce qu'il faut savoir ce que c'est. Quand on demande à un agriculteur que ses bêtes fassent plus de bruit, ça veut dire qu'à la fin, on les flingue, hein. Et il y a pas 40 manières d'empêcher un coq de chanter, hein. Donc le gros souci, c'est que, tu vois, c'est quand même dingue. Puis il y a un côté psychanalytique. Tu peux pas blairer les paysans, tu peux pas les blairer. Tu as fait ta pseudo carrière politique dessus, tu fais une partie de la radicalisation de ton public là-dessus, tu fais ta vie de grande bourgeoise là-dessus et tu vas vivre dans un coin du Finistère où tu ne peux pas vivre sans bagnole, toi l'écolo. Alors c'est en plus, elle s'achète un 4x4, j'en pisse de rire. Mais surtout, tu vas vivre aux côtés de ces pauvres gens que tu emmerdes déjà à distance depuis Paris, tu es obligé d'aller les emmerder dans leur cour. Tu vois? Après, je n'appelle à rien, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a une autre chose que les paysans font de manière très urbaine à la campagne, mais ça, faut avoir vécu à la campagne pour le savoir. C'est que le travail de la terre, ça peut très vite dégueulasser les routes et les C'est paysans pas impossible. Et les paysans sont très, très, très gentils parce qu'ils déblayent derrière eux. Ça, on le dit jamais, mais c'est une part du travail. De pas laisser, parce que quand tu retournes la terre, quand tu et cetera, tu pourrais très bien tout embourber. Hein, faut voir ce que c'est les pneus d'un matériel agricole par rapport aux pneus d'une bagnole de base. Et les gens s'en rendent pas compte. Se rendent pas compte qu'avec un tracteur, tu peux embourber un chemin communal, tu peux embourber une petite route. Tu embourberas pas une autoroute, mais tu peux embourber une départementale assez facilement. J'appelle à rien. Mmh. Je dis juste que parfois, il faut être très urbain avec les paysans. Parce que de temps en Je temps, pense on que est des content des de esprits pouvoir rouler. chagrins ont déjà eu ce genre d'idée, hein, à mon avis. J'appelle à rien. Je dis juste
Non, non, bien sûr, on se Jamais désolidarise de mais toute jamais forme de entendu violence, de c'est très grave. non, mais c'est même pas c'est tu vois, c'est horrible à dire, mais le plus simple, si tu aimes pas les paysans, c'est de pas aller C'est de vivre à la rester en ville. campagne. Tiens, si tu veux, il y a plein de Mmh. parcs à Paris, tu vas pouvoir voir de la verdure et pas de paysans. Avec de tu vois, si tu les aimes pas, bah, n'y va pas. Tu vois, moi, c'est comme les gens qui arrivent, dans nos petites communes et qui demandent que tout le village réécrive sa vie parce que, vous comprenez, nous, on est là pour se reposer, on dort jusqu'à midi. Ah oui, pas nous. Tu vois, vous ne nous aimez pas, ne venez pas chez nous. Voilà. Ouais, tu tout dit, hein. Mmh. Tu tout dit et le problème des écolos, si tu veux, enfin, je rejoins vraiment, en fait, je souscris absolument à tout ce que tu as dit. Parce que moi, je suis particulièrement sensible, tu vois, à tout ce qui est environnement. C'est pour ça que pendant un temps aussi, j'ai même été à la Confédération paysanne. Je suis en bio, en hyper extensif, voilà, je suis assez Ah bah, sensible à tout dis donc, ça. toi, tu coches Mais en fait, toutes les les gens cases, toi. fantasment l'écologie. Les gens la fantasment parce qu'ils sont en ville, ils sont peut-être, écœurés du béton et du goudron, hein, ce que je peux très bien comprendre. Mais du coup, ils fantasment l'écologie, ils ont pas la moindre idée de ce dont ils parlent. Et quand on dit que les paysans et les chasseurs, c'est les vrais écolos et les premiers écolos, mais en fait, c'est absolument évident. Quand toi, alors excuse mon langage, mais en petit connard de bobo, pour apercevoir un ours dans les Pyrénées, tu milites pour qu'on mette des ours alors qu'on les a éteints, qu'on va arracher à leur habitat naturel en Slovénie et où on va en mettre, une dizaine, ce qui fait que quelques années après, en fait, tu as que des ours consanguins avec des gabarits, dégueulasses, enfin bon bref. Mais pour que toi, quand tu vas dans les Pyrénées une fois tous les 4 ans, tu puisses peut-être, si tu as de la chance, faire une photo d'ours et voilà et le reste du temps, bah, c'est les bergers qui se font massacrer les troupeaux, c'est, voilà. Et la même problématique avec le loup. En fait, si l'homme et ça, c'est un truc je voudrais faire une vidéo là-dessus parce que Mmh. les gens doivent comprendre que si l'homme a exterminé le loup et l'ours, c'est pas, Coca-Cola, hein, c'est pas le capitalisme, hein, qui a tué l'ours et le loup, c'est juste qu'en fait, on peut pas vivre avec, en fait. Ça ne marche pas, en fait. C'est et on est en train de le voir maintenant qu'il commence à y avoir du loup parce que, bah, jusque, un peu au sud de Paris, là, il y a une dame qui promenait son petit chien qui se l'est fait tuer sous ses yeux par les loups. Bon, pauvre petit chien, mais en fait, le loup, c'est ça et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que les chasseurs font un taf de régulation monumental. Alors qu'il y ait des abus, qu'il y ait des endroits où on remette des animaux qu'il y a plus pour leur tirer dessus, donc ça, ce soit con, je souscris, il y a pas de problème. Mais le sanglier, par exemple, c'est un absolu fléau. C'est, les dianes de chasse qui payent pour les dégâts agricoles. Donc c'est à ça que ça sert, hein, les fédérations de chasse, ça paye les dégâts agricoles, ça les gens s'en rendent pas compte et c'est eux qui régulent le gibier. Mais si on doit en revenir à une régulation où on vire les méchants chasseurs fascistes, si on les vire, les forêts crèvent parce que massacrées par, les herbivores que sont, les tout ce qui est cervidés et par les sangliers. Mmh. Si on veut une régulation naturelle, il faut tellement de loups et d'ours qu'en fait, on en revient à des époques sombres où tu n'allais pas seul en forêt, en fait. Tes petites randonnées, tranquilles Ah en ça famille ou ta cueillette de champignons, c'est avec un 12 parce que sinon tu peux finir froid, en fait. C'est ça la vie après. ah bah, ça, c'est sûr que là, pour l'instant, nous n'avons pas eu d'humains, attaqués par une meute, enfin, attaqués, blessés, tués, mais il faut pas oublier que, le loup est un animal grégaire, que l'ours est un animal puissant et brutal, avec toute l'affection et tout le respect, que Ah moi je j'adore m'apporte ça, pour, hein. hein. C'est pas du tout de l'inaffection. Je dis juste que un loup n'est pas un labrador de la forêt, tu vois? L'ours n'est pas un gros pépère, c'est pas une peluche, ça court vite, ça tue un homme d'un coup, c'est beaucoup Ça plus monte aux fort. arbres, ça nage. Un mantodore, ça nage, c'est beaucoup plus fort que vous n'imaginez. Vous ne voyez pas. Pour vous, c'est tu vois, le gros problème et c'est ma génération, hein, c'est qu'ils ont appris l'écologie Captain Planète. Donc ils pensent que, que la nature est coopération, ce qui est vrai, mais la nature n'est pas que coopération.
la nature Oh est puis, aussi ce que tu viens de violence. dire sur l'ours qui court vite, quand on dit: «L'ours court vite», Ah c'est oui, pas: «Ouais, mais moi je cours vite», non. non, L'ours, il gratte Mbappé ou Usain Bolt. Il oui, faut comprendre, les mecs, je crois qu'ils courent à 36 ou 37 km/h, l'ours, il monte à 50. C'est oui, voilà. ça détend, ouais. Tu vois, il 1, il va te rattraper, 2, s'il le veut, il va te tuer Ouais. et tu vois, le gros problème, c'est que vous mettez à la nature la bienveillance, moite et humide avec laquelle vous voyez le monde. Mais la nature n'est pas rose bonbon. La nature, elle n'est ni bienveillante ni malveillante. Elle est faite de Elle est la nature. processus de coopération et de violence. Pas de violence, de brutalité en tout cas. C'est comme ça. Si tu veux, c'est comme ça. Et tu vois, tu prends l'exemple type, hein, que les gens peuvent voir en ville. Un chat, c'est très mignon, un chat, mais c'est un putain de pervers sociopathe, le chat. Quand tu le vois jouer avec un lézard, un oiseau ou une souris, il y a du sadisme, hein. Il s'amuse avant de bouffer, hein. Ah bah, c'est sûr qu'il fait évoluer sa profession, ça c'est certain. Mais le Et mais voilà. et tu sais, au passage, j'arrête ma digression là sur l'ours et le loup, mais tu sais pourquoi l'Europe a durci le ton là sur le loup récemment après des années de politique ultra pro loup? Je crois que c'est parce que le poney de madame von der Leyen s'est fait Oh! Oui, bouffer. vous avez l'info, cher ami, vous avez l'info. S'est fait bouffer. Non mais Ouais, tu te rends compte le caractère ouais, médiéval dans le pire sens du terme c'est de cette incroyable. Non, mais info? c'est goldé La comme le histoire, les c'est poneys de madame la duchesse ont été ouverts en 2. Donc résultat, tu as des si tu veux, tu as tuons loup, tuons les méchants loups. résultat, tuons le méchant loup. Tu vois? Si tu veux, on en revient à la chasse de la bête du Gévaudan, non pas parce qu'il y a eu des dizaines de paysans tués, hein, ce qui est le bilan de la bête du Gévaudan, mais parce que monsieur le comte avait un âne qu'il aimait beaucoup et que l'âne a été ouvert en 2 par la bestiole. Or, est-ce que tu te rends compte où est-ce qu'on est rendu? Tiens, c'est-à-dire, grosso modo, on va faire un parallèle directement, c'est-à-dire que, pour qu'on ait le droit de pas se faire tuer par l'insécurité, il faudra que l'un des leurs se fasse buter. Pour qu'on ait le droit, de protéger nos bêtes face aux loups, il faut qu'une des leurs se fasse buter. C'est-à-dire, grosso modo, il faut qu'il leur arrive quelque chose pour que nos vies prennent un poids. Mais c'est Tu te c'est rends c'est compte? en fait, c'est toujours ce truc quand tu as des politiques qui sont menées par des gens qui sont complètement hors sol, ben c'est toujours ça, en fait, et ils se réveillent toujours trop tard quand le réel frappe à leur porte. Regarde un exemple tout con du début d'été qui a rien à voir avec ça, mais qui au final est la même chose. Alors je maîtrise pas bien Paris, hein, même si j'y suis allé quelques fois, mais il y a eu une problématique de supérette, chez nos amis bobos du 6e, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, tu as des mecs qui votent socialiste, donc qui votent, bon, ce qui en fait est l'un des pires partis avec les Républicains, mais peu importe, qui votent du coup, pour l'immigration, pour tout ce que tu veux, ceci, cela. Mais Mais tant que pas c'est chez loin de moi. chez eux, en comment? Mais pas chez moi. Ouais, pas chez moi. Au p Mais ces mêmes gens qui vont parce qu'en plus, il y a une élue socialiste dans le scandale. Ces mêmes gens qui sont pleins de bons sentiments, la simple idée qu'il y ait une supérette dans leur quartier, mais sacrebleu, les pauvres vont venir faire leurs courses chez nous. Mais c'est je trouve ça fabuleux. Mais Oui, c'est très bien tu que vois? ces gens rencontrent un peu, Bien sûr. ce Parce pourquoi que ils les yeux, leur seule réponse à tout problème, c'est la privatisation de l'espace. Tu vois? C'est-à-dire que, l'immigration n'est pas mon problème parce que j'ai privatisé en gated communities mon espace. La Le devenir paysan n'est pas mon problème parce que moi, j'ai privatisé tout l'espace autour de ma maison de campagne. C'est-à-dire, si tu veux, on est au-delà de la dégénérescence de la bourgeoisie. C'est-à-dire Mmh. que la privatisation d'un fait collectif et public est la seule réponse qu'ils ont face à une question réelle, la seule. Jusqu'au moment où ils auront plus les moyens de la privatisation, tu vois? Parce qu'à un moment ou à un autre, tu es obligé de les croiser, ce sale peuple, comme disait Jules Renard: «Le peuple oui, mais pas sa sale gueule», mais un jour ou l'autre, ils vont être obligés de la voir notre sale gueule. Tu vois? C'est pour ça qu'ils essayent de faire du safe space anti-populaire. Tu vois? On veut une campagne sans paysans, une ville sans prolos. Le Et tu réveil va sais être ce qui est très dur, encore hein. plus paradoxal?
c'est que ces gens qui, au final, ont les moyens de leur choix politique, puisqu'ils ont la bonne conscience sans avoir les inconvénients et qui ont une vie plutôt confortable au demeurant, Par rapport à ben, d'autres, oui, 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 non, mais voilà, complètement. Je veux dire, bien sûr. qui du coup ont tout pour trouver au final que la France, c'est un pays sympa. Et C'est ben c'est ces ceux gens qui la qui, au détestent le final, plus. détestent la France, peut-être même parce qu'au fond, ils se haïssent eux-mêmes, parce qu'ils voient bien qu'ils sont des merdes, peut-être. Mais parce qu'ils ont quand même un miroir à croiser de temps en temps, ça doit être un peu un des moments difficiles et à l'inverse, c'est tous les cons de prolos qui vomissent le système et ce qu'on est en train de faire vivre à ce pays, qu'il aime à en crever. Et tu vois, par exemple, j'ai des amis que je salue là, qui justement, de par ce qu'ils sont en train de vivre au niveau agricole et ce que nous fait l'Europe et les contrôles et tout ce qui se passe, ont pris l'initiative et c'est pas du tout, tu vois, des même ni du nationalisme ou du de foutre des drapeaux français en haut de tout leur hangar agricole pour justement, dire qu'ils sont pas européens, mais français et voilà et tu vois? Et parce que ces mecs aiment leur pays, tu vois? Sont fiers d'être français, aiment la France et je trouve ça dingue que ce soit les gens les plus, entre guillemets, «persécutés» qui aiment ce pays et que ce soit les nantis qui le vomissent. Ça, j'arrive pas. Je le Non, loupe non, un mais si truc. tu veux, mais c'est simple, hein, comme disait Jaurès, hein, c'est la patrie, c'est le seul bien des pauvres, hein. Donc d'où, au passage, cette optique de privatisation. Parce qu'à la fin, si tu veux, il y a une logique dans toute une partie de ces gens vis-à-vis de nous d'expropriation de nos Mmh. terres, de l'espace public, c'est-à-dire grosso modo le place nette, tu vois? Mais en tout Ouais, mais cas le problème qu'auront tous ces gens, c'est le même que Macron. C'est ce qui fait que moi, je garde espoir, tu vois, pour ah l'avenir, mais il faut, pour nos enfants, pour bien il sûr. va y avoir des temps très compliqués, c'est évident, Ah mais en oui. fait, tous ces gens n'ont pas eux-mêmes la force et n'ont pas l'aura, parce qu'ils n'ont pas la légitimité, parce que leur politique fait vomir tout le monde, pour arriver, si tu veux, à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment t'expliquer, du temps des chevaliers ou du temps où l'autre pays était encore souvent en guerre, les leaders, fallait quand même qu'ils aient un minimum de couilles et de charisme Mouais. et Mmh. qu'ils soient capables de te faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et le problème qu'ont tous ces gens maintenant, complètement, rendus hors sol par la vie moderne ou nos leaders politiques complètement eux aussi hors sol. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils veulent de l'autorité, mais ils ont ni courage ni force physique. Et donc, si tu veux, à un moment donné, tu sais, c'est un peu comme quand les gens, pendant le covid, avaient peur qu'on vienne nous forcer chez nous à nous faire vacciner, mais ça avait pas la moindre chance d'arriver. Déjà parce que les flics avaient pas envie de jouer à ça. Mais si toutes les, 500 personnes que tu forces à se faire vacciner, il y a un coup de fusil qui part, ça va vite coûter beaucoup trop cher en vie humaine, en fait. Bien On sûr. n'est plus dans des époques où on a une armée colossale qui fait la guerre tous les 20 ans, qui, tu vois, qui est rodée à du sale et qui peut faire des bêtises, parce que voilà, on n'est plus dans ce monde-là. Non, c'est le si tu veux, c'est là où, tu vois, à la fin, la seule chose qu'ils ont à nous dire, c'est: «Vous nous obéirez». Pourquoi? Parce qu'on le vaut bien. Faut se regarder les mecs, hein. Le faut se regarder, tu vois? En tout cas, mon cher Pierre Guillaume, je rappelle que, pour trouver tes produits, pour pouvoir te donner un coup de main, tout est dessous. Je te, remercie, je te dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, courage, car comme disaient les anciens en 14, on les aura. Merci à toi pour ton invitation et merci pour ce que tu fais parce que ça a vraiment son importance. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.